Je m'appelle Michel Talata, je suis né à Dreux. J'ai été étudiant au collège Louis Armand à Dreux, lycée Rotrou. Et très vite, j'ai enchaîné dans l'école des Beaux-Arts, du Havre notamment, où là j'ai appris quelques techniques plastiques, photographie, dessin, etc. Et à partir de ce choix-là, j'ai choisi effectivement d'orienter mon travail dans une pratique de dessin, de peinture, d'écriture aussi. Mes parents sont arrivés en 1964 à Dreux. Alors, effectivement, tout un parcours a précédé finalement cette arrivée, puisque mon père devait fuir l'Algérie en août 62. Ma mère l'a rejoint, enfin, est arrivée en France dans un camp à Rivesaltes en 63, donc quelques mois plus tard. Et ensuite, mes parents se sont retrouvés à Choisy-le-Roi, dans une sorte d'immeuble en construction où ils squattaient finalement. Et de là, donc on est en 64, ils arrivent à Dreux. Un immeuble les attend pour qu'ils puissent s'y installer. Très tôt, mon père a fait le choix de s'excentrer de la communauté harkie, c'est-à-dire qu'il a choisi d'habiter dans un quartier typiquement français, à Dreux, quartier Saint-Ève, où j'ai donc grandi à partir de l'âge de 5-6 ans, auprès de camarades, voisins complètement français, en tout cas avec cette culture-là, et ayant un prénom français, Michel, mon intégration, en tout cas, ne semblait même pas être un effort quelconque. C'est à partir de l'adolescence où des questions commençaient à fuser, où il s'agissait à un moment donné de se dire qui je suis, d'où je viens, et finalement pourquoi tel voisin a une culture différente. Et voilà, ça c'est effectivement à partir de l'adolescence. La caractéristique, celle qu'on peut retrouver dans la plupart des familles harkis, c'est que justement c'était l'idée de faire table rase avec ce passé, donc de ne pas aborder ou aborder le moins possible la question du passé, des souvenirs, ou sinon de manière très exotique, sans soulever la question primordiale des origines, ou en tout cas du paradis, le fait d'être chassé du paradis perdu, quoi. La volonté parentale est telle que ce soit moi, mes frères, mes sœurs, on n'aborde pas forcément la question. On sait qu'il s'agit là d'un sujet délicat. Lorsqu'on fait face à un silence, à des interrogations sans réponse, une part de l'imaginaire s'empare de la chose. Donc on se raconte aussi des histoires. On en raconte aussi parfois. Donc je vais me retrouver assez rapidement avec des copains, échanger, prendre à la dérision, l'humour prend aussi beaucoup de place. C'est une manière un peu d'aborder cette chape de plomb, ces questions sans réponse, et trouver une distance par rapport à ce silence qui devient de plus en plus finalement une certaine violence. Dans cette problématique harkie, il y a le silence du père, et forcément nous interroge sur qu'est-ce qu'on a à transmettre lorsqu'on pense avoir rien reçu. Je dis penser puisqu'il ne s'agit pas forcément d'une réalité, mais en tout cas vécue en tant que telle. Et l'arrivée d'un enfant nous interroge, nous bouscule à ces endroits-là, puisqu'il y a une réalité, une urgence, une immédiateté par rapport à cette transmission. Et donc,
nous oblige à puiser à des endroits qu'on n'avait pas jusque-là soupçonnés et finalement, en y réfléchissant bien, il y a quelques portes qui s'ouvrent et que la transmission ne se trouve pas forcément toujours, en tout cas, à travers les mots. Je pense que mon travail, effectivement artistique, ma fonction de père, se juxtaposent, se confondent, et j'ai envie de dire de manière peut-être un peu plus prononcée quand il a fallu dans cette identité de fils d'un ancien harki se dissocier entre avoir deux prénoms, Ahmed, Michel, avoir une vie intime complètement différente ou en tout cas dissociée de la vie extérieure, etc. Le réflexe premier est de vouloir finalement non pas fusionner les choses, mais en tout cas de pouvoir les mettre en lien et de pouvoir les mettre en sens et de manière complémentaire. Donc ce travail-là, c'est à la fois une volonté de transmettre à mon fils et en même temps une volonté aussi de répondre à mon souci d'artiste plasticien. Je pense que la mémoire, de toute façon, n'est pas néfaste. Elle est nécessaire. Ensuite, tout dépend de chacun dans sa volonté de vouloir et puis, je ne sais pas, ça parle peut-être, enfin c'est peut-être en lien avec le deuil de chacun, enfin le temps que cela demande, je ne sais pas. Nous, en tant que fils ou fille, il y a toujours cette volonté de vouloir quelque part accompagner cette blessure, ne pas la trahir, cette blessure, la soutenir puisqu'elle est revendiquée ou en tout cas posée de manière centrale. Et donc il est difficile effectivement de s'en détacher. Donc l'idée de rester fils d'eux permet de garantir ce pansement. Pour revenir à l'essentiel de ce que peut être une guerre, de ce que ça peut provoquer chez les uns et les autres, ça a forcément des conséquences et ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, nous sommes encore à 50 ans et c'est à l'échelle du temps, c'est encore très, très proche. Mon travail n'est pas celui d'un historien. Chacun son crible. Voilà. C'est-à-dire que bien sûr que je m'appuie sur un savoir sur lequel j'ai effectivement réfléchi et travaillé sur cette question, mais je ne cherche pas à pointer une vérité vis-à-vis de cette histoire. Ce qui me semble aussi important dans la transmission, c'est cette dimension émotionnelle. Et que finalement, au-delà du savoir, au-delà d'un contexte historique, ce qui est intéressant, c'est de transmettre des émotions. Un écart de palus. On n'a pas eu lui là. Ce qui est intéressant dans ce travail, enfin moi ce qui m'a intéressé en tout cas, c'était comment dépasser justement cette réalité qui nous est nécessaire puisqu'elle nous forge en tant que passé, en tant que mémoire, et comment transmettre une culture, comment transmettre une manière de voir, d'appréhender le monde, et qui me semble être la richesse finalement de l'aventure humaine. De par le statut du harki, l'idée qu'il soit apatride finalement, qu'il ne se sente pas finalement ni algérien ni français, il a ce statut d'entre-deux qui l'oblige, en tout cas moi dans mon travail, qui m'a obligé à réfléchir, à aborder la question de manière non partisane et d'aller finalement à l'essentiel. Qu'est-ce qu'un être humain finalement qui se retrouve en tant que dans un entre-deux, et qu'est-ce qui lui reste finalement, et c'est ça qui m'a semblé intéressant. Qu'est-ce qui lui reste? Et il lui reste effectivement cette émotion, cette culture,
ce trésor, ce que travers ce livre, j'aborde aussi, qui est le trésor caché, qui traverse le temps, depuis la nuit des temps. Et c'est ce qui m'a, voilà, c'est cette matière sensible qui reste. Et voilà aussi l'intérêt, enfin, mon intérêt en tant que plasticien d'avoir travaillé sur cette question-là. Il me semble important de recontextualiser la question Arki qui souvent est figée dans est réduite à un épisode en suspens, sans avant, sans après, et entre trahison et victimisation. Là, il était nécessaire pour moi de l'inscrire dans un contexte beaucoup plus historique. Tout mon travail a été de savoir comment raconter à des enfants des histoires de grands qui parfois paraissent en tout cas difficiles ou sont vécues difficilement par les grands. Et que parfois de passer, en tout cas d'essayer juste de faire la démarche de vouloir l'expliquer à des enfants, ça nous aide à mieux comprendre, nous adultes entre nous, à mieux nous comprendre. Travailler sur l'impression, c'était pour moi une manière de marquer, de graver les choses, et ces impressions viennent se greffer au mur. C'est aussi encore une fois une volonté d'habiter l'espace, une volonté de prendre sa place, une volonté de s'inscrire dans un endroit, dans un lieu. Il m'a semblé effectivement intéressant et important de m'adresser dans un premier temps à des jeunes, à des enfants, parce que je pense qu'effectivement c'est à ces endroits-là que la question se règle. Voilà, encore une fois, une question de transmission, donc être compris. Je crois qu'effectivement, mes parents, en arrivant en France, ont eu cet objectif, effectivement, de mettre une croix sur ce passé pour pouvoir reconstruire, se reconstruire. Et donc, je crois qu'effectivement, c'était certainement une démarche inconsciente de leur part, ou en tout cas subie, et effectivement, ça leur a permis de s'offrir un nouvel enjeu qui était de pouvoir s'installer sur une terre étrangère, éduquer leurs enfants, qu'ils deviennent, qu'ils puissent se construire, enfin que ces enfants puissent se construire dans cette société nouvelle. Et voilà, c'est devenu effectivement l'enjeu très fort. Alors bien sûr que ça reste parfois douloureux, puisqu'ils se sont, à mon avis, beaucoup sacrifiés dans cette démarche. Alors mes artistes préférés, plasticien, Twombly, c'est plus qu'un artiste préféré. Enfin, il a été en tout cas dans mon parcours un maître en la matière. Et Basquiat. Sont plutôt du côté de l'Orient. Je pense à Khalil Gibran et Farid Oudin Attar. J'aime beaucoup méditer, mais je ne sais pas si j'aurais certainement un monde qui aurait opté pour l'échange, la communication plutôt que la méfiance, mais bon. Ce serait de ne pas pouvoir écrire finalement sur cette histoire et de ne pas pouvoir dire, ne pas pouvoir le dire. J'aimerais vivre en France en fait. Rattaché au monde oriental, Nusrat Fateh Ali Khan, c'est un chanteur. Claude Lévi-Strauss. Voilà, Claude Lévi-Strauss, oui.
J'aimerais mourir sereinement et en ayant le sentiment d'avoir accompli, en tout cas, ce que j'aurais souhaité accomplir dans cette vie. Envers la faute originelle, mais je ne sais pas si c'est une réponse en soi.